En sillonnant la terre des pharaons, vers 450 avant notre ère, Hérodote proclame que l'Égypte est un don du Nil. Comme tout visiteur d'hier et d'aujourd'hui, il est frappé par le contraste entre la luxuriance des rives du grand fleuve et l'aridité du désert qui les entoure. Ces étendues inhospitalières recouvrent 96% du pays et seul 1% de la population y vit. Depuis la nuit des temps, l'Égyptien craint le désert. C'est le monde des morts. Le domaine du dieu Seth, qui a tenté d'assassiner son frère Osiris, le symbole de la terre fertile et nourricière. Ce mythe religieux reflète la méfiance ancestrale des Égyptiens pour ces contrées hostiles. Pourtant, les pharaons, les sultans et les dirigeants actuels n'ont eu de cesse de dompter le Sahara, le désert en arabe. Il est essentiel à l'économie égyptienne. Depuis l'Antiquité, esclaves, bois précieux, animaux sauvages transitent par des pistes qui relient les oasis entre elles. Il est aussi la porte d'entrée de nombreux envahisseurs étrangers et le domaine des nomades dont la sédentaire Égypte se méfie. Malgré la présence militaire, les Égyptiens du Nil n'ont jamais réellement réussi à contrôler ce territoire aride. Il reste aujourd'hui le lieu de tous les dangers et de la rébellion. Au Caire, la capitale surpeuplée de l'Égypte contemporaine, le désert et ses dangers semblent très loin des préoccupations quotidiennes des habitants. Pourtant, il est juste là, aux portes de la ville. En remontant le cours du Nil vers le sud, le fleuve prend l'aspect d'un serpent vert entouré de terres hostiles. À 1 heure du Caire, l'oasis du Fayoum est le premier refuge de la vie contre la mort. Le désert qui l'entoure est particulièrement aride. Il faut parfois attendre la pluie pendant 5 ans. Et quand le ciel se décide enfin, il se déchaîne. L'eau dévale en torrent le long de ses oueds avec une violence inouïe, laissant derrière elle un paysage lunaire. Le Wadi Al-Hitan n'a pas toujours été cette contrée désolée que l'on peut contempler aujourd'hui. Il y a très longtemps, il fut même le sanctuaire d'animaux gigantesques. Là, il y a de magnifiques ossements préservés. Et si on va par là, on va voir aussi des os qui sont incrustés dans la roche. On voit bien la texture osseuse. C'est peut-être une vertèbre de baleine. Regardez ici aussi. Là, une autre, et là, là-bas aussi. Il y en a vraiment partout. C'est pour ça qu'on surnomme cet endroit la vallée des baleines. Il y a 40 millions d'années, nous marcherions au fond d'un océan. La mer recouvrait une grande partie de l'Égypte à cette époque. Et toutes ces magnifiques créatures nageaient un peu partout ici. Là, nous sommes devant l'un des plus beaux fossiles du Wadi Al-Hitan. C'est l'une des plus grandes baleines, l'un des plus grands mammifères marins. Plus de 18 mètres de long. Il vivait ici il y a 40 millions d'années. Vous voyez la tête là-bas et la queue est de l'autre côté. Et moi, je suis dans la zone de l'estomac. On voit les pattes avant qui font office de nageoires et les pattes arrière au bout qui sont toutes petites comparées à cet énorme animal. Le professeur Salam a sillonné une grande partie des déserts égyptiens à la recherche de fossiles. Il y a quelques années, la chance lui a souri. Il est le premier Égyptien à avoir découvert une nouvelle espèce de dinosaure. Depuis, il est devenu une véritable star dans son pays.
En 2018, nous avons trouvé un squelette de dinosaure datant de la fin du Crétacé, donc un squelette de 73 millions d'années. C'est un dinosaure herbivore. Je l'ai appelé le Mansourasaurus, du nom de mon université, et pour l'espèce, je lui ai donné le nom de ma femme, Shiny. La mer a mis des millions d'années pour se retirer du Wadi Al-Hitan, laissant place à la terre ferme. Différents climats se sont alors succédés sur ces terres d'Égypte. La jungle, puis les forêts ont colonisé cette partie du monde. Mais 5000 ans avant notre ère, les températures ont brutalement monté. La désertification est apparue, obligeant la majorité de la population à s'établir le long des rives du Nil. Et c'est peut-être ce changement climatique qui est à l'origine de la civilisation égyptienne. Dans un espace restreint, il a fallu organiser une société en créant un pouvoir royal fort autour d'un pharaon. Le désert n'a pas colonisé subitement l'Égypte. Jusqu'à 1000 ans avant notre ère, le plateau de Gizeh n'était pas aride. Les pyramides avaient les pieds dans la savane. Les Égyptiens avaient l'habitude de côtoyer des animaux que l'on trouve aujourd'hui en Afrique de l'Est. Sur les bas-reliefs, ils se représentent offrant à leur mort plusieurs espèces de gazelles et des hyènes, dont on pense qu'elles ont été domestiquées, voire même consommées. La faune du désert, comme la vipère à cornes ou le chacal, est elle aussi présente. Des déserts égyptiens, le désert libyque est le plus redouté. Il s'étend sur plus de 3 millions de kilomètres carrés. Les chances de survie d'un voyageur égaré dans cette immensité sont infimes. Seul espoir, trouver une oasis comme celle de Dakhla. Véritable havre de paix, Dakhla, c'est la luxuriance face au chaos. Cette richesse, l'oasis la doit au travail de l'homme. C'est lui qui, au cours de millénaires, a irrigué et a modelé les paysages. Les palmeraies à perte de vue sont les témoins de ce labeur acharné. Le climat du désert convient aux dattes. Dans la ferme El Nour, on a planté 50 000 palmiers dattiers. Cette plante est l'emblème des oasis. Elle sert à tout, même à tresser des chapeaux pour se protéger du soleil. Le paysan de l'oasis est dépendant des dattiers. Bien sûr, il cultive d'autres produits comme le blé et le riz, surtout pour sa consommation personnelle. Mais sa principale source de revenus, ce sont les dattiers. Car nos dattes s'exportent un peu partout. Dans le monde arabe, bien sûr, au Maroc ou aux Émirats arabes unis, mais aussi en Russie. Elle commence même à arriver dans l'Union européenne. Grâce à la qualité de nos dattes, l'oasis de Dakhla existe maintenant au niveau régional et même international. Cela fait 2 ans que je n'ai pas quitté l'oasis. Avant, j'ai voyagé pendant 5 ans. J'étais ingénieur dans le pétrole. J'allais souvent au Caire, mais je préfère la vie dans l'oasis. Le calme, la sérénité. On est loin de la surpopulation et du bruit.
La technique pour récolter les dattes n'a guère changé depuis le temps des pharaons. Comme de nos jours, la date est un produit courant. Quand les Égyptiens anciens représentent leur vision du paradis, le palmier dattier est en bonne place, aux côtés des champs de lin et de blé, débordant de leurs bienfaits. Les oasis comme Dakhla ont peut-être inspiré le sensuel paradis d'Allah. Un jardin ombragé, dans lequel il suffit de tendre la main pour cueillir des fruits juteux. L'oasis n'est peut-être pas ce nirvana, mais les 80 000 habitants de Dakhla ont quand même fait le choix de rester, loin d'un monde en perpétuel mouvement. Ils se répartissent dans 17 villages. Celui du Kasr est le plus ancien et le plus beau. Construit sur les ruines d'une forteresse romaine, ce village médiéval en a gardé le caractère fortifié. Aujourd'hui, il est quasiment inhabité. Sobi, le gardien du site, est l'un des seuls à parcourir ce dédale désaffecté. La ville médiévale est le symbole de l'oasis de Dakhla. Beaucoup de voyageurs aiment cette ancienne cité. Elle est atypique. Ses maisons et ses rues dégagent une atmosphère particulière. Là, vous voyez, c'est du palmier. Avant, c'est le bois dont on se servait le plus ici. Il y a peu de maisons qui ont ce genre d'inscription. Seuls des gens aisés mettaient ces panneaux avec des poèmes ou alors des versets du Coran. On ne met plus ce genre d'inscription en façade. Aujourd'hui, on n'utilise presque plus de bois. Tout est moderne. Le Kasr s'est peuplé vers le 8e siècle de notre ère. Mais c'est au 16e siècle, à l'époque ottomane, qu'il atteint son apogée, comme le prouve la madrasa. On y tenait école le matin et cour de justice l'après-midi. Le cadi, le juge musulman, siégeait dans une alcôve. Les témoins défilaient devant lui. Les prévenus attendaient dans 2 prisons différentes, celle des femmes et celle des hommes. Ce qui frappe le visiteur occasionnel dans cette ancienne cité, c'est qu'ici tout a été conservé dans son état initial, comme si les habitants étaient partis récemment. Là, nous sommes dans un moulin collectif. Ça marchait comme ça. C'était une vache qui le faisait tourner pour moudre le blé. L'autre travail consistait à faire passer les grains de blé par ce trou grâce à cette pièce qu'on appelle un pendule. Ensuite, on règle cette pièce de bois. Cela joue sur la hauteur de la meule et ainsi on peut régler la finesse de la farine. Ça fait une centaine d'années qu'on n'utilise plus ce moulin. Maintenant, on se sert plutôt de machines modernes pour broyer le blé ou le riz. Tout est électrique. Il y a plusieurs raisons qui ont poussé les habitants à quitter la cité médiévale. Le pisé est un matériau de construction fragile. Quand il pleut, très rarement, il faut reconstruire les murs. Le confort moderne aussi a joué un rôle important. L'eau courante, l'électricité et le tout à l'égout ont fini de convaincre les plus réticents. Aujourd'hui, seules 3 ou 4 familles vivent encore dans le centre historique. Certains artisans ont fait le choix de rester travailler ici.
L'atelier des potiers fait moins de bruit que celui du forgeron, mais pendant des millénaires, la poterie a été essentielle à la vie dans le désert. Nous fabriquons des carafes, des cruches, des jarres, enfin tout ce qui est possible de faire avec de l'argile. Autrefois, il n'y avait pas de réfrigérateur. Aucun objet en métal pour contenir de l'eau. Les gens utilisaient les poteries pour que l'eau reste fraîche. Mais aujourd'hui, les gens redécouvrent les bienfaits de la poterie. Les médecins recommandent de boire de l'eau dans des carafes en argile pour l'apport en minéraux. À l'époque des pharaons, les poteries étaient la glacière, le sac à dos, la gourde de l'Égyptien. Elles servaient à tout. On y conservait toutes sortes de denrées, comme la viande ou le poisson séché. Et sans elles, il n'y aurait pas eu de commerce. Les jarres sont un moyen d'exporter l'huile ou le vin. Le tonneau en bois ne sera inventé que bien plus tard par les Gaulois. Malheureusement, nous sommes la dernière génération de potiers. Après nous, il n'y aura plus personne. Ce métier est difficile et si on ne l'apprend pas jeune, on ne peut pas le faire plus tard. C'est fini. Plus personne ne veut l'apprendre. Comme dans la plupart des oasis, le tourisme de masse et ses cars bondés ne sont jamais arrivés jusqu'à Darla. C'est ce qui plaît à Magued. Ce guide égyptien a fait un choix audacieux. Faire découvrir aux voyageurs cet autre visage de l'Égypte, loin des sentiers battus. Quand on fait le trajet d'une oasis vers l'autre, on ne traverse que du désert et puis tout d'un coup, boum, voilà, on est dans l'oasis, on est dans la végétation et ça prend tout le sens du terme oasis à ce moment-là. Alors à chaque fois, je suis émerveillé devant cette paix, cette sérénité, ce retour aux sources, ce dépouillement. Enfin, je viens me laver un petit peu ici de tous les tracas de la grande ville, des soucis de la vie quotidienne. Je viens me ressourcer dans cette région.